Bonsoir. Si ça se calme du côté trafic aérien, il devrait y avoir des perturbations importantes ce mercredi soir dès 19h, dans pas très longtemps, donc à la SNCF pour cause de grève. Un mouvement qui sera d'ailleurs particulièrement ressenti dès demain matin et jusque vendredi à l'appel des syndicats CGT, CFDT, UNSA et Sudrail. La direction table sur seulement 4 TGV sur 10. Et pour ce qui concerne les liaisons Île-de-France, seulement un RER sur 3 sur les lignes B et D. À l'origine de cette grève, les protestations de cheminots contre le projet de réforme ferroviaire préparé par le gouvernement. Hier, sur la ligne C du RER, plusieurs dizaines de gendarmes sont intervenus avec des agents de la sûreté ferroviaire, de la SNCF et des contrôleurs entre Aigli et Dourdan. Une opération de sécurité qui a consisté à quadriller les différents wagons pour repérer les fraudeurs et empêcher les vols. Il faut savoir qu'il y a eu en 5 mois 52 vols avec violence. Et au même moment, hier, donc, à Évry, on prononçait au tribunal les peines à l'encontre des adolescents qui, en mars dernier, avaient participé à une série d'attaques du RER D. Si l'un des avocats de la défense estime que l'on a trouvé, je cite, des responsables pour faire plaisir à l'opinion, certains s'interrogent sur la relative clémence, entre guillemets, dont les juges semblent avoir fait preuve. Le point, Maxime Lemaine. Après 2 jours d'audience, le verdict est finalement tombé. Parmi les 11 mineurs jugés, 5 ont été condamnés à de la prison avec sursis, 1 a été relaxé, les autres ont reçu, suivant les cas, des avertissements solennels, une mesure de protection judiciaire ou 70 heures de travaux d'intérêt général. Des peines beaucoup moins lourdes que celles préconisées par le parquet, mais satisfaisantes pour certains des avocats de la défense qui jugent qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves dans le dossier. En effet, le visionnage des bandes de vidéosurveillance tant attendues s'est finalement avéré inutile, les visages des jeunes étant dissimulés derrière des écharpes et des capuches. Pour rappel, le 16 mars dernier, une bande d'une vingtaine de personnes, probablement affiliées au groupe Mafia Grigny d'Angers, s'était attaquée façon diligence à une rame du RERD. Peu avant 23 h, ils tirent sur le signal d'alarme. Le train s'arrête et ils dépouillent les passagers de plusieurs rames. Portables, sacs à main et portefeuilles, tout y passe. Le 27 mars, une opération policière d'envergure avait permis d'interpeller 16 personnes de 14 à 18 ans. Le seul majeur de l'affaire avait été relaxé le 19 avril. Le parquet a fait appel. Il sera jugé le 25 septembre devant la Cour d'appel de Paris. La remise de la médaille du travail à 54 postiers de l'Essonne cet après-midi à la Chambre de commerce et d'industrie du département. Ce sont des facteurs et des agents de guichet qui sont donc honorés ainsi. Il faut savoir que cette médaille d'entreprise a été récemment créée par le groupe La Poste pour récompenser ses employés et mettre en avant les meilleurs d'entre eux. Aurélie Colombel. C'est par un geste symbolique, une remise de médaille, que La Poste veut saluer la conscience professionnelle de ses collaborateurs. Tout commence ici à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, où les médaillés du département sont pour la première fois réunis dans une même salle pour recevoir leur récompense. Aujourd'hui, c'est très particulier puisque nous le faisons pour la première fois à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, ce qui est aussi une manière de reconnaître tout le service apporté au développement du territoire grâce à ces postiers, au travail quotidien des postières et des postiers de l'Essonne. Tous les jours, les facteurs de l'Essonne distribuent 600 000 boîtes aux lettres, récupèrent le courrier dans 3 400 points de collecte et 900 guichetiers accueillent les clients. Il y a 3 semaines, certains d'entre eux ont appris qu'ils étaient nominés. La Poste récompense leur patience et leur relation avec le client. Des situations complexes avec les clients, quand il y a des incidents, alors on essaye de résoudre tous ces problèmes. Mais croyez-moi, depuis, on va dire, à peu près 25 ans que je suis à la Poste, j'arrive à faire face. En Essonne, chaque jour, 4 400 postiers trient et distribuent le courrier. Les facteurs doivent s'adapter à un travail qui évolue. Tout début 80, il y avait pratiquement que du tri à la main, donc manuel. Et puis maintenant, il n'y en a pratiquement plus. On est vraiment en tri mécanisable avec des machines qui arrivent à lire les adresses, même manuscrites. Vraiment, on a des machines de haute technologie qui vraiment font que la Poste a beaucoup changé. Dernière nouveauté, côté de l'offre, après une collecte de papier en entreprise, les cartouches seront à leur tour récupérées par le groupe pour améliorer le recyclage.
C'est un art afro-brésilien. Certains pensent qu'il s'agit d'une danse, mais lorsqu'on s'y frotte, eh bien, on voit bien que la capoeira est un véritable art martial, une technique de combat à main nue ou avec les pieds et intégrant une dimension spirituelle, tout en ajoutant un côté artistique mélangeant combat, danse et musique. À Juvisy-sur-Orge, la capoeira s'adresse à tous les âges et donne à chacun la possibilité d'explorer cet art. Audrey Coll et Julien Dejaune. Ivan a commencé la capoeira à 8 ans. Déjà acrobate sur la plage quand il était petit, son père lui a fait découvrir cet art martial. Depuis 3 ans, il explore toutes les techniques de combat et se fait même appeler Aou, un surnom en hommage aux racines afro-brésiliennes du sport qu'il aime tant. Le karaté, le taekwondo, il n'y avait que du coup de pied, il n'y avait pas d'acrobatie. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai fait de la capoeira. Parce qu'il y avait des acrobaties et des coups de pied. La particularité de cet art martial réside aussi dans cette roda, ronde en français que forment les capoeiristes autour des confrontations. La mise en place de la scène respecte un ordre et une organisation particulière, tout comme le rôle prépondérant qu'occupent la musique et les chants. La capoeira reste avant tout un sport qui demande de la pratique. Il faut être passionné et c'est très difficile parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques. Il y a tout le corps qui participe, que ce soit les cheveux ou les pieds. Vraiment, c'est quelque chose qui demande un énorme don de son corps, je dirais. Donc le début est un peu dur parce qu'on rentre chez soi avec beaucoup de courbatures, etc. À Juvisy, les cours sont ouverts à tout âge, une bonne tenue de sport et beaucoup d'envie. Les séances mélangent initiés et amateurs afin que chacun progresse plus rapidement. Pas de ceinture de niveau, mais des cordes de couleur, signe que oui, la capoeira est un art martial. Alors sans transition, la violence dans le sport, c'est absolument inadmissible. C'était aujourd'hui la 7e édition de la journée sport sans violence. Et au stade départemental Robert Mandoufle, on a voulu mettre l'accent sur le travail d'une année des différentes communautés sportives du département pour rappeler les valeurs à ne jamais oublier. Le respect, la courtoisie, l'équité et la loyauté. De très nombreux scolaires ont donc pu participer à des ateliers civiques et sportifs en découvrant, pour certains, quelques pratiques sportives. L'objectif, c'est la sensibilisation qui est un véritable fair-play dans le sport. L'idée, c'est d'avoir fait un projet avec beaucoup d'interventions pédagogiques au cours de l'année sur le sport, ses valeurs et la notion de non-violence. Et la finalité, c'est aujourd'hui réunir tous les enfants qui ont eu ces interventions sur la structure de Mandoufle. On essaie de leur inculquer le massage cardiaque et les positions latérales de sécurité face à des personnes qui sont inconscientes et qui respirent. Ce qu'on veut, c'est qu'ils retiennent que c'est un geste d'urgence, c'est quand même pas la rigolade, mais qu'il faut être actif et alerter les secours. Voilà, Boulel Ouazouni et Joanne Garcia ont assuré ce reportage. Une petite entreprise française a fait le pari de réussir son lancement et la commercialisation des vins en canette. Ça commence par des vins du Languedoc. Bientôt, ce seront des vins de Bordeaux, de Bourgogne, de Provence, de Loire et d'Alsace qui seront mis en boîte. L'entreprise entend rajeunir l'image des vins. Mais est-ce que ça plaît à tout le monde? Réponse. Je trouve que le vin, ça doit se déboucher, on doit entendre le bruit du bouchon. Et ça fait aussi partie du plaisir avant de boire. Ça incitera à une certaine dépendance, moi je pense surtout pour les jeunes. Je sais pas, je trouve que ça fera un peu piquette. Une petite bouteille, ça sera mieux qu'une grande. Celui qui veut dépenser moins et boire moins, c'est bien une canette de vin, juste en mangeant, un verre. Si on retrouve les mêmes types que les merlots, la gamme, pourquoi pas? C'est vrai que ça éviterait d'avoir des grosses consommations de vin peut-être. C'est mieux pour la jeunesse, comme ça les grands boutons on les casse pas et pour consommer c'est mieux aussi, comme c'est des petites. Alors moi je suis pas pour l'aluminium, je pense que le verre est un meilleur conservateur que l'aluminium. Après c'est de la production, c'est de la vente, c'est un marché, voilà. C'est peut-être bien, comme ça on en boit peut-être moins. Si on n'a qu'une petite canette à la maison, on ne va pas boire une bouteille. Et si j'achetais, ce serait du bon vin en bouteille de verre et bouchon de liège.